Les eaux de la Guadeloupe sont en grand danger. En effet, le territoire est en proie à une crise majeure pour l'accès à l'eau potable. Un quart de la population n'a pas un accès régulier à l'eau. Cela a des effets immédiats sur les ménages qui peuvent connaître des coupures d'eau pouvant aller de quelques heures, voire quelques jours ou encore quelques semaines. Certains sondages avancent même le nombre de 100 000 à 130 000 personnes qui seraient touchées par la difficulté à s'approvisionner en eau. Et pour rappel, la Guadeloupe, c'est un peu moins de 380 000 personnes en 2024. Alors je vous laisse faire le ratio, peut-être que vous êtes bien meilleur en maths que moi pour voir que la situation n'a rien de normal. Et certains observateurs disent même que si une solution n'est pas trouvée très rapidement, une solution durable, on ne pourra peut-être plus se baigner dans certaines plages de l'archipel qui auront été contaminées par le déversement de réseaux de canalisation non entretenus dans la mer. Pourtant, Karukera, l'île aux belles eaux, ainsi nommée par ses premiers habitants, est connue pour la beauté et la richesse de son milieu aquatique. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo, c'est parce que je me sens proche du peuple guadeloupéen. Pour la petite histoire, j'ai grandi à Saint-Martin, à une période durant laquelle Saint-Martin faisait partie de la Guadeloupe, et par conséquent, je comprends et je connais leur peine. D'autant plus que la problématique de l'accès à l'eau ne se limite aucunement au territoire guadeloupéen. Mais elle touche aussi d'autres îles de la Caraïbe, d'autres îles des Antilles françaises, notamment la Martinique. Il est vrai que durant l'été dernier, on a connu une période de sécheresse et des coupures d'eau en Martinique. Cette vidéo n'a donc pas pour intention de stigmatiser la population guadeloupéenne ou de stigmatiser le territoire guadeloupéen, mais je vais aujourd'hui tout de même me concentrer sur la Guadeloupe car c'est un sujet d'actualité que je devais vous filmer depuis déjà quelques semaines, mais qui demeure selon moi un sujet d'actualité et des problématiques bien actuelles, parce qu'il faut que ce sujet reste d'actualité, il faut que ce sujet soit présent sur les réseaux. Donc on en revient à la problématique de l'eau, une ressource de plus en plus rare de part et d'autre dans le monde, dont on dit sera à l'origine de nombreux conflits à l'avenir. Ce constat est d'autant plus paradoxal que la Guadeloupe est un territoire insulaire, donc bordé d'eau et qui en regorge en abondance grâce à la présence de rivières, de sources et d'autres cascades. Mais les eaux de la Guadeloupe sont menacées notamment à cause d'un réseau de canalisation qui date des années 50 et qui depuis n'a pas été durablement entretenu ni même changé. En effet, dans les années 50, des travaux d'aménagement du territoire sont élaborés par l'État français. Des infrastructures avaient été construites dans le but non seulement de produire de l'eau potable, de la distribuer, mais aussi de traiter les eaux usagées. Cependant, depuis ces grands travaux d'aménagement du territoire, les réseaux de distribution de l'eau et d'assainissement n'ont pas été suffisamment entretenus ni même rénovés. Pourtant, l'ONU reconnaît le droit à chaque être humain de bénéficier d'un approvisionnement physique et facilement accessible à l'eau à un moindre coût, à un coût abordable. La situation actuelle de la Guadeloupe est tout simplement un non-respect au droit d'accès à l'eau potable, un droit fondamental garanti par la charte de l'ONU. Le prélèvement, le traitement et la distribution de l'eau correspond à ce que l'on appelle le petit cycle domestique de l'eau. Et voici comment il est censé se mettre en place. La première étape est celle du captage de l'eau provenant des rivières et des nappes. Ensuite vient le temps de la potabilisation de l'eau à partir des usines de traitement de l'eau potable. Et cela intervient dans un second temps pour traiter l'eau. Dans un troisième temps, l'eau devenue potable est stockée dans des réservoirs, c'est la troisième étape, afin d'être distribuée dans les ménages et cela correspond à la quatrième étape. Une fois les eaux utilisées, elles sont rejetées et collectées et cela correspond à la cinquième étape du petit cycle domestique de l'eau. La sixième étape consiste à traiter les eaux usées dans un centre d'épuration. Enfin, les eaux traitées sont rejetées dans le milieu naturel. Néanmoins, en Guadeloupe, c'est tout le petit cycle domestique de l'eau qui est défaillant. Et pour saisir cette défaillance, il faut repartir à la source. Vous voyez ce que je viens de faire là? Et comprendre l'origine de l'eau. Premièrement, l'eau provient majoritairement de la basse terre qui correspond à la partie sud de l'île principale. Et c'est là que l'on va retrouver principalement les cours d'eau, rivières, cascades dont nous avons parlé plus tôt et qui ont été contaminés par le chlordécone, un engrais
hautement toxique et interdit aux États-Unis, dont l'utilisation avait été autorisée dans les bananeraies entre 1972 et 1993 pour lutter contre la prolifération d'insectes qui s'attaquaient aux exploitations, contaminant ainsi les sols pour plusieurs siècles. Le non-traitement de l'eau n'est finalement pas la seule raison de la contamination de l'eau. Ainsi, en raison du petit cycle domestique de l'eau et du cycle de l'eau que je vous ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, ces engrais ont également contaminé les eaux qui, je le rappelle, proviennent principalement de la basse terre. Notons que les usines de potabilisation, qui correspondent à la première partie de notre schéma, ne fonctionnent pas dans leur état normal par faute d'entretien. Alors c'est pas ce qui va régler le problème du chlordécone, mais dans tous les cas, l'eau n'est pas traitée. Et donc quand elle arrive dans le robinet du consommateur, parce qu'elle n'arrive pas toujours, c'est une eau non traitée, mais aussi contaminée au chlordécone qui arrive dans le robinet du consommateur. D'ailleurs, les réseaux de canalisation sont parcourus par des fuites à hauteur de 63%, provoquées par l'ancienneté des équipements non entretenus et aux intempéries, tremblements de terre, cyclones qui abîment les réseaux. Par conséquent, les quantités d'eau prélevées ne seront jamais distribuées dans leur intégralité aux consommateurs à cause des pertes survenues tout au long du réseau de canalisation. Il n'y a donc pas suffisamment d'eau pour alimenter les 380 000 habitants de l'archipel. Et c'est pourquoi les coupures interviennent aussi fréquemment, car on va privilégier la distribution de l'eau sur un secteur en particulier pendant une période bien déterminée et on va faire des roulements. Ça signifie que quand on connaît une coupure d'eau, c'est peut-être parce qu'on a privilégié la distribution en eau d'une autre zone. Ce n'est pas normal, hein. Je ne dis pas que c'est normal, je suis là pour expliquer la situation. Je pense que tout le monde devrait pouvoir bénéficier d'un accès à l'eau en continu et surtout à moindre coût. À cela s'ajoute la vétusté de certains compteurs, les piquages clandestins qui provoquent une sous-estimation des quantités d'eau nécessaires pour alimenter l'ensemble de la population. Ensuite, les usines de traitement des eaux usagées sont soit laissées à l'abandon ou soit ne sont pas entretenues malgré leur coût. 13 petits millions d'euros pour certaines usines. Et les 2/3 des usines d'épuration ne sont pas en norme ou n'ont tout simplement jamais fonctionné. Bien évidemment, je vous mettrai mes sources en barre d'informations. Et cela s'explique par le manque de personnel qualifié et de financement malgré le coût des 13 petits millions d'euros pour certains centres d'épuration. Le système de traitement de l'eau est donc inefficace, inopérationnel, défaillant et parfois inexistant. Enfin, les eaux usagées ne sont pas traitées et sont tout simplement déversées dans la nature, provoquant une pollution des milieux aquatiques. Et c'est pour cela que je vous disais en début de vidéo que certains observateurs disent que dans peut-être 10 ans, certaines plages de la Guadeloupe ne seront plus praticables, on ne pourra plus s'y baigner parce qu'elles auront été contaminées. Alors, qui sont les responsables? Les autorités, organismes ou sociétés privées de traitement et de distribution de l'eau se renvoient la balle quant à la responsabilité. Néanmoins, on parvient très vite à la conclusion que la mauvaise gestion de l'eau est également de la responsabilité des autorités locales qui ont failli dans leur mission. Fournir de l'eau en qualité aux ménages et de protéger les milieux aquatiques. Parce qu'en effet, il est de la responsabilité de l'État de s'assurer que sa population ait un accès régulier à l'eau en continu, en qualité et à moindre coût. Cependant, l'État est présent en Guadeloupe à travers 2 entités et c'est là que ça va un peu se corser. Mais restez accrochés, je vais faire de mon mieux pour vous expliquer. Il y a en Guadeloupe un rouage administratif complexe qui rend difficile toute prise de décision pour l'ensemble du territoire et surtout qui complique la mise en place d'un plan cohérent et efficace pour apporter une solution durable à la crise. La Guadeloupe, c'est à la fois un département et une région. Par exemple, la Martinique et la Guyane ont ce qu'on appelle une collectivité territoriale unique, ce qui n'est pas le cas de la Guadeloupe qui a dit non à la collectivité territoriale unique le 3 décembre 2003 à 73% lorsque la question lui a été posée lors d'un référendum. Les acteurs décisionnaires se multiplient entre la région, le département et les 5 intercommunalités
l'intercommunalité, ce sont eux qui disposent des fonds nécessaires pour mener à bien une politique de traitement et de distribution de l'eau. Néanmoins, comme il s'agit de deux entités différentes qui ne proviennent pas nécessairement des mêmes bords politiques, elles ont donc une gestion de l'eau différente et font appel à des prestataires qui n'ont pas forcément les mêmes méthodes de travail. C'est pourquoi on peut remarquer sur le territoire guadeloupéen un réseau hydrographique assez diversifié qui ne facilite pas les rénovations. On va par exemple voir des conduits différents d'une commune à l'autre. Tout dépend du prestataire qui a été employé sur la zone, et quand on veut faire réparer ce conduit par un autre prestataire, eh bien cela complique parce qu'ils n'ont pas les mêmes matériaux, ils n'ont pas les mêmes méthodes de travail. Il faut savoir que jusque dans les années 90, c'est l'État qui organise les investissements et qui choisit les exploitants qui mettent en œuvre la politique de l'eau sur l'archipel. À partir des années 90 à 2000, un syndicat se voit attribuer cette prérogative et choisit comme prestataire Veolia, une société privée, alors que le réseau hydrographique est déjà bien abîmé. Alors Veolia, c'est un peu comme Orochimaru, hein. Vous savez, le méchant dans Naruto qui change de corps comme de chaussettes. Et bien c'est pareil pour Veolia, parce qu'elle va changer de nom, elle va s'appeler Sogea, Socea, mais le principe reste le même. On change de nom, mais il s'agit de la même entité, des mêmes acteurs, de la même entreprise. Et vous savez quoi? Je rigole, mais c'est un rire jaune. Et bien, tout comme Orochimaru, Veolia, ce n'est pas le gentil de l'histoire, puisqu'ils auraient volé l'argent qui leur avait été attribué et ont sous-investi dans les réseaux de canalisation. Par ailleurs, on a pu compter sur d'autres acteurs pourtant mandatés par l'État, par les autorités locales pour aggraver la situation. La SIAEAG, un syndicat intercommunal, et 4 EPCI à fiscalité propre. Car comme je vous le disais, la multiplication des acteurs, des exploitants, des prestataires rend difficile la rénovation des réseaux de canalisation et la rénovation ou la construction des usines de traitement de l'eau. Bref, j'ai tenté de vous la faire simple, mais c'est vrai que c'est un rouage administratif assez complexe, avec des acteurs qui s'opposent, se chevauchent et qui surtout se renvoient chacun la balle quand il s'agit de prendre ses responsabilités. Depuis 2021, un seul syndicat mixte est mis en place par la loi du 21 avril 2021, le SMGEAG, le syndicat mixte de la gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe, des Saintes et de la Désirade. Il faut savoir qu'il y a un autre syndicat qui gère les îles de Marie-Galante. Alors dans un premier temps, il est vrai que à ce moment-là, j'ai pensé que l'uniformisation des exploitants de l'eau était une excellente chose si les personnes placées à la tête étaient animées par la volonté d'améliorer les choses. Or, on peut compter sur l'aide de certains élus locaux pour aggraver davantage la situation en s'adonnant à des détournements de fonds. Il est possible de prendre l'exemple de Lucette Michaud-Chevry, la dame de fer, qui est mise en examen pour une affaire de corruption et de détournement de fonds. Elle a été condamnée un peu avant sa mort pour avoir surfacturé certains marchés, dont celui de l'eau en Guadeloupe, afin de rénover son appartement parisien. Aujourd'hui, la production, la distribution et l'assainissement de l'eau est l'affaire de la SMGEAG, je l'ai dit, mais les Guadeloupéens sont encore victimes de coupures d'eau. Ils doivent régler des factures d'eau pour le coup injustifiés et ils sont contraints d'acheter des packs d'eau à des prix exorbitants pour pallier à ces coupures d'eau. Alors je le rappelle, les Antilles, la Guadeloupe, mais aussi la Martinique sont frappées par ce qu'on appelle la vie chère. Il y a de nombreuses raisons à cela et j'ai fait une vidéo à ce sujet la semaine dernière, mais il est vrai qu'un pack d'eau peut très facilement avoisiner les prix de 11 € en Guadeloupe. On parle de populations qui connaissent une paupérisation, qui sont très fortement touchées par le chômage. Par conséquent, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des packs d'eau en quantité à des prix exorbitants pour se substituer à ces coupures d'eau. C'est aussi pourquoi la colère monte dans les Antilles françaises et que les manifestations se multiplient. Récemment, l'État a annoncé avoir suspendu les subventions du syndicat mixte à hauteur de 12 millions d'euros, tant qu'il n'était pas en mesure de justifier du petit trou, du tout petit
petit trou de 50 millions d'euros dans ses comptes. On va leur laisser le temps de justifier des raisons de ce désordre dans leur budget, mais en attendant, on ne peut s'empêcher de s'interroger, de se poser des questions. On n'accuse pas, on pose des questions et on se demande si le syndicat mixte ne perpétuerait pas une tradition de détournement de fonds qui existe dans le milieu de l'eau en Guadeloupe. D'ailleurs, je l'ai dit, le problème de l'eau n'est pas la seule problématique rencontrée par les Antilles françaises qui doivent faire face à la vie chère, qui sont confrontées quotidiennement à une structure économique directement héritée de l'époque de la colonisation. Et ce sont des problèmes qui ne datent pas d'hier. Alors en 2009, rappelez-vous, il y avait déjà un mouvement social qui entendait lutter contre la profitation. Rappelez-vous du LKP et qui sonnait déjà à l'époque la sonnette d'alarme concernant les réseaux de canalisation non entretenus. Aujourd'hui, on se rend compte que les revendications d'hier n'ont pas été prises en compte aujourd'hui et les Guadeloupéens, le peuple guadeloupéen est la première victime. En réponse à ces polémiques, l'État a parlé d'un investissement à hauteur de 317 millions d'euros qui seront investis sur 4 ans, 20 millions d'euros émanant du département, 27 autres de l'Office de l'eau, 20 autres de la région, 73 autres du FEDER, donc du Fonds européen, et 83 millions d'euros provenant de l'État. Donc au total 317 millions d'euros pour réparer les fuites qui interviennent tout au long du réseau de canalisation, pour mettre en place un nouveau système d'assainissement de l'eau, pour déployer des citernes notamment dans les établissements scolaires ou dans les mairies, mais aussi équiper les ménages de citernes et de continuer cette distribution de packs d'eau à hauteur de 2 packs d'eau, il me semble, par famille lorsqu'une coupure d'eau intervient au-delà de 48 heures. Donc voilà, pour moi la vidéo arrive à son terme. Je pense avoir fait le tour de la question et j'espère avoir été suffisamment claire. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé de l'actualité dans la Caraïbe. Le bouton est juste là, n'hésitez pas à en même temps activer la petite cloche pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez me suivre sur les réseaux. Là où je suis le plus active, c'est TikTok. J'ai 2 TikTok. Le premier, Sephora Dreams, qui est dans la continuité de ce que je fais ici. On parle aussi de la Caraïbe, mais de façon plus spontanée. Et j'ai aussi une page qui s'appelle J'aime être une femme, qui est dans la continuité de ce que je faisais sur cette chaîne avant, qui est lié plus à la féminité, à notre côté coquette, notre côté... you know. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Sephora Dreams, et j'ai une page qui est dédiée à l'art et à l'histoire qui s'appelle Black Women in Art. Vous pouvez aussi me suivre là-bas, liker cette vidéo afin qu'elle soit mieux référencée dans l'algorithme YouTube. Et puis je pense que c'est tout ce que vous devez faire et je vous encourage aussi à croire en vos rêves. Aimez-vous, moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!